Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans la 9e émission saison 2 des Visages de la Recherche, ces hommes et ces femmes qui plongent souvent dans l'inconnu et qui repoussent les limites de ce que nous savons. Martin Vlieg, bonjour. Vous êtes aspirant FNRS à l'université de Namur en géologie. Alors, votre truc à vous, ce sont les grottes, mais c'est votre terrain d'exploitation depuis toujours, puisque vous êtes aussi spéléologue avant même d'être chercheur. Oui, tout à fait. Alors c'est un parcours assez atypique, parce que généralement, quand on commence une thèse, c'est nous qui venons avec le sujet, etc. Mais dans mon cas, en effet, j'étais déjà spéléologue avant de commencer ma thèse, et c'est justement ça qui a amené à ce qu'on me la propose. Un chercheur qui combine la recherche fondamentale avec un hobby, c'est un homme alors hyper heureux, c'est rare ça. Oui, c'est une chance incroyable, oui, tout à fait. Vous n'avez pas l'impression de travailler? Non, pas toujours. Alors, vous vous occupez des stalagmites et des stalactites, qu'on appelle, alors j'ai appris un mot, les spéléothèmes, qui sont en général blancs, mais par contre, du côté du Mont Marcoux, elles sont vertes. Mais à cause de quoi? Oui, tout à fait. C'est une couleur qui est très inhabituelle dans les grottes. Il y a certaines couleurs qui le sont un peu plus. Oui. Mais dans ce cas-là, on a fait une étude assez approfondie qui a démontré qu'on avait toute une série de petits minéraux, des phyllosilicates de nickel, pour être un peu plus précis, qu'on appelle la népouite. La népouite? Tout à fait. Ce sont des minéraux donc, qui contiennent beaucoup de nickel et toute une série d'autres éléments qui ne sont pas habituellement trouvés dans les grottes. C'est pour ça que cette couleur est vraiment rare. Mais c'est ça qu'a montré en effet notre étude. Oui. Alors, quand on pense stalactite, stalagmite, enfin moi en tout cas, je pense à de la glace. Et là, vous avez apporté un stalactite ou mythe, ça j'en sais rien, mais c'est pas du tout de la glace, c'est du minéral, ça. C'est du minéral, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on, comme vous dites, on s'imagine souvent les stalactites de glace comme dans les films. Oui. Mais, la majorité des stalactites qu'on a, en tout cas dans nos grottes, vu qu'il ne fait pas moins que 0 degré, sont minérales. C'est la même composition en fait que la roche dans laquelle les grottes sont creusées. Simplement, l'eau va venir, pour faire très simple, dissoudre la roche. Donc elle va contenir tous ces éléments-là, et elle va venir les redéposer dans la grotte pour former ce genre de concrétion-là. Alors ça, vous ramassez des stalactites et mythes qui sont par terre, mais jamais vous n'allez pas scier un stalactite dans une grotte. Non, 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 jamais, bien sûr. Pour les étudier, oui. L'idée est d'étudier des grottes tout en essayant de les préserver le plus possible. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que quand on peut se le permettre, on sort des petits échantillons de la grotte pour pouvoir les étudier. Celui-ci est un peu plus gros, mais on l'a trouvé déjà cassé par terre, donc on s'est permis de le prendre avec l'accord, évidemment, du... Et il vient d'où, celui-là? Il vient de la grotte de Malaval. Ah oui. Oui. C'est une grotte en Lozère, dans les Cévennes. Superbe grotte, d'ailleurs. Alors, vous avez souvent été au Mont Marcoux, dans l'Hérault, où vous avez rapporté d'ailleurs des photos extrêmement belles de stalactites et stalagmites qui sont devenues complètement vertes. Mais alors, à cause de quoi? Et c'est pas du tout naturel, ça. Non, non, tout à fait. Donc, comme je vous ai raconté, c'est la népouite qu'on a trouvée dans ces concrétions. La népouite, à la base, il faut savoir, c'est un minéral qu'on trouve plutôt dans les roches volcaniques. Donc le nom népouite vient de Népouy, qui est une ville en Polynésie française. Donc c'est un minéral qu'on trouve dans ce qu'on appelle les ophiolites. Donc c'est des roches magmatiques qui sont plutôt qu'on trouve dans les fonds océaniques normalement. Donc c'est très inhabituel. Ça veut dire qu'on a eu des conditions très spécifiques, qui sont évidemment rares, qui se sont réunies pour permettre à ces minéraux d'apparaître dans la grotte justement. C'est une forme de pollution. Dans ce cas-là, c'est dangereux. Tout ce qu'on peut dire avec ça, c'est qu'on a du nickel dans les eaux environnantes, en effet. Donc ça peut potentiellement être dangereux si les gens la consomment, bien sûr. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment parler de pollution, ou en tout cas, c'est une pollution naturelle. Ici, le nickel vient vraiment des roches sous-jacentes, donc ce n'est pas l'homme qui est venu amener ça. Alors, vous descendez vous-même dans les grottes, donc finalement, vous êtes un chercheur un peu dangereux pour vous-même. Un peu sportif. Oui, pour vous-même. Oui, tout à fait. Il faut parfois un peu s'amener sous terre, ramper, descendre ou monter des cordes, etc. Donc ça peut être un peu compliqué. Mais alors, vous trouvez aussi d'autres métaux dans ces stalactites, je pense du zinc, du plomb, etc. Donc ça, c'est l'homme qui... c'est pas la nature. Dans certains cas, ça peut tout à fait être l'homme, en effet. Oui. On a, à certains endroits, trouvé en effet du zinc et du plomb qui viennent très probablement de mines qui sont au-dessus. Alors, de là à démontrer que le fait qu'on ait trouvé ce zinc et ce plomb vient du fait qu'on ait créé ces mines, c'est pas si facile que ça à démontrer. Là, on voit une image, c'est presque une œuvre d'art, non? Celle-là est très belle, oui. Ça, c'est une coulée jaune qu'on a dans une grotte ici en Belgique, la grotte Sainte-Anne.
qui n'est probablement pas liée à des métaux. Mais en effet, celle-là est particulièrement belle parce qu'elle est aussi très grande. Alors, ce qui est aussi intéressant dans votre travail, ce sont les nouvelles technologies. Vous avez des spectromètres portables. Ouais. Ça, c'est tout neuf, ça. C'est une technologie qui a déjà quelques années, mais elle commence seulement maintenant à être vraiment efficace pour déterminer les concentrations. Et vous pouvez faire quoi avec ça? L'avantage, c'est que ça permet d'analyser du coup des compositions élémentaires de manière non destructive et sur le terrain directement. Donc ça, c'est génial quand on utilise des grottes qui sont un petit peu fragiles ou un petit peu préservées, parce qu'on peut avoir des compositions sans sortir rien du tout de la grotte et sans casser rien du tout non plus. C'est vraiment une très très bonne avancée pour ce genre de domaine de recherche. Oui, alors, l'ADN de votre thèse et de recherche, c'est quoi en une question? En une question, c'est qu'est-ce qui cause la couleur dans les grottes au final? Ça peut être très vaste. Ouais. Et alors, la seconde question que se posent sans doute celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, votre recherche, qui est une recherche qui fait rêver, un peu poétique, quel impact dans la société? Ça peut en avoir à différents niveaux, mais je dirais qu'un impact qui parlerait peut-être un peu plus, c'est justement celui dont vous parliez, des pollutions environnementales. Parce que si on trouve du plomb ou si on trouve du nickel dans une concrétion, dans une grotte, c'est que ce plomb et ce nickel, il est présent dans l'eau environnementale. Et donc si on consomme cette eau, ben, on va le consommer, ce plomb et ce nickel. Et ça, c'est des métaux qui peuvent être un peu dangereux pour la santé. Donc ça peut tout à fait être quelque chose qui va ressortir de ma recherche. Ouais. Alors, vous êtes aspirant FNRS, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui au cœur de votre thèse. Il vous reste encore plus ou moins 2 ans. C'est ça. Comment vous vous organisez? Alors bon, vous allez de temps en temps dans une grotte. Votre recherche fondamentale, comment vous l'organisez? Comment vous travaillez à cela? Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va sur le terrain pendant une semaine. Ça dépend où. Hein. Si on va en France, c'est plutôt une semaine. Si on va en Belgique, on peut le faire sur la journée. Oui. On va faire toutes nos analyses, nos recherches, on va récupérer des échantillons, on va faire nos observations. Et puis après, revenir en Belgique, à l'université de Namur, traiter les échantillons, les analyser, etc. Et puis finalement, traiter les résultats et en tirer les conclusions. Pour ça, il faut être fort en chimie, surtout. En quoi d'autre? En physique, un petit peu. Toutes les méthodes que j'utilise tournent autour de la chimie et de la physique. Ouais. Parce qu'il y a de la microscopie, il y a des méthodes optiques, etc. Donc on va en effet avoir besoin de ces 2 disciplines-là. Ouais. Est-ce que vous êtes seul dans votre travail ou bien vous parvenez à dialoguer avec des géologues belges ou de l'étranger? Alors, je ne travaille pas avec beaucoup d'autres géologues, si ce n'est mon promoteur. Mais par contre, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'autres scientifiques à l'université de Namur parce que, comme je vous ai raconté, j'utilise toute une série de techniques différentes. Oui. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec des physiciens, des chimistes, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Et même des biologistes, d'ailleurs. Et ça, c'est une chance, parce que je trouve que, justement, la science, c'est vraiment... Quand la science arrive à rassembler toutes ces disciplines-là, c'est ça qui la rend si intéressante. Au fond, comment se fait-il qu'il y ait si peu de géologues? C'est une science qui n'est pas très connue encore. Pourquoi? On pense en Belgique qu'une des causes qui peuvent expliquer ça, c'est qu'on n'a pas de géologie en secondaire et on n'en entend pas beaucoup parler non plus. Moi, ça m'a beaucoup intéressé quand j'ai commencé, mais je ne connaissais pas l'existence de cette science avant de m'intéresser à ce que j'allais faire. Même moi, oui, tout à fait. C'est sûr que vu que c'est un peu un cercle vicieux, parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de géologues, il n'y a pas non plus beaucoup de géologues pour venir expliquer que la géologie existe, entre guillemets. Oui, parce qu'il n'y a pas que les stalactites et les stalagmites. La géologie s'ouvre aussi, on étudie même parfois les minéraux de planètes, etc. Oui, non, tout à fait, c'est extrêmement vaste. Rien qu'en Belgique, on a toute une série d'applications qui nécessitent absolument des géologues. Tout ce qui est les études de sol, tout ce qui est l'eau potable souterraine, c'est géré aussi par des géologues. Il y a tout ce qui est l'étude des fossiles, la paléontologie, ça, il y en a pas mal en Belgique aussi. La liste est très longue. Hein. Il y a des carrières, beaucoup de carrières. Oui. Donc, ouais. Alors, vous qui aimez vulgariser, hein, vous aimez faire des conférences, etc., qu'est-ce que vous pourriez dire à des jeunes pour qu'ils soient fascinés par votre discipline? Je dirais que la géologie, ce qui la rend si intéressante, c'est qu'on est à la frontière entre toutes les autres sciences. C'est-à-dire qu'on sait se faire comprendre d'à peu près tous les autres scientifiques et on tire en fait ce qui nous est utile de chacune de ces sciences.
Donc ça, c'est vraiment, c'est une science qui est très bien quand on aime un petit peu toutes les sciences et quand on ne sait pas trop laquelle faire. Et aussi, c'est une science qu'on appelle science naturelle. Donc ça permet d'aller sur le terrain, de vraiment tirer des conclusions en observant, en déduisant, etc. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant dans la géologie. Vous prenez beaucoup de notes, notamment quand vous remontez d'une de vos grottes. Vous prenez des notes, vous tenez une sorte de journal pour votre thèse? Oui, tout à fait. J'ai un carnet de terrain qui est... c'est le meilleur ami du géologue dès qu'on commence, même encore aux études. Des gros carnets bien robustes qui résistent à l'eau, parce que forcément, quand on est sur le terrain, on est sous la pluie, on est sous la grêle, etc. Oui. Donc j'ai mon carnet de terrain. C'est toujours le même depuis le début. Il est gros, il est dégueulasse. Oui. Mais parce qu'il va dans les grottes, etc. Il va partout avec moi, ouais. Alors, bon, vous travaillez à votre thèse, 5 ans. Est-ce qu'il faut une discipline de fer pour travailler seul face? Il faut une discipline. Alors, on est encadré, on est bien encadré généralement. On a un promoteur et puis on a tout un organisme qui est quand même conçu pour que la thèse se passe au mieux. Parce que ça reste une première recherche, donc on n'est pas censé tout savoir tout faire depuis le début. Mais la thèse, c'est aussi beaucoup de l'auto-apprentissage, je dirais. On fait des erreurs, on apprend à ne plus les faire. Oui. Et tout ça se fait quand même en grande partie tout seul. Donc ça demande une certaine discipline, oui, ça c'est sûr. Une erreur, par exemple? Une erreur, si par exemple, c'est déjà arrivé, hein, avec mon appareil portable, faire des analyses qui sont par exemple trop courtes ou avec une mauvaise calibration ou que sais-je, où il y a énormément de choses. Ça, c'est une erreur technique. C'est une erreur technique, mais c'est une erreur quand même. Oui. Et c'est des choses qu'on apprend. On ne va pas forcément nous dire que c'est une erreur avant qu'on on l'apprenne par nous-mêmes. Oui. Et alors, le côté fondamental de votre recherche, c'est quoi? Le pur fondamental? Le pur fondamental, c'est qu'on s'approche d'une concrétion qui est colorée, sans savoir pourquoi elle est colorée. Et donc, c'est comme si on partait de zéro au final. On prend des petits échantillons par-ci par-là, ce qu'on peut se permettre de prendre. On analyse de toutes les manières qu'on peut imaginer et on en tire les conclusions. Mais donc, c'est vraiment ça l'aspect fondamental, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Alors, quand vous aurez fini votre thèse, vous allez faire un post-doc, toujours dans les grottes, ou au contraire, vous allez peut-être changer de direction? J'attends de voir où va me mener ma thèse, mais vous l'avez peut-être compris quand je le raconte, je suis très intéressé par l'aspect technique de ma thèse. Toutes les techniques que j'ai la chance d'utiliser, je trouve que c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et j'aimerais bien potentiellement me spécialiser dans vraiment tout ce qui est ces aspects techniques. Donc peut-être devenir technicien expert dans tel ou tel domaine, je ne sais pas encore lequel. Mais c'est quelque chose qui me plairait bien. Et ce sont ces appareils qui font d'autres choses que uniquement analyser des stalactites, j'imagine. Oui, tout à fait. Ça peut être utilisé sur n'importe quel échantillon. Donc, ça peut apporter des réponses dans toute une série de domaines. Et puis, ça, c'est un appareil, mais il y en a toute une série d'autres qui peuvent analyser la minéralogie. J'apprends aussi, dans le cadre de ma thèse, à faire des extractions ADN aussi, par exemple. Ah oui. Parce que j'étudie aussi les microbes dans les grottes. Donc ça, c'est quelque chose qui serait aussi utile en tant que technicien. Donc oui, les techniques permettent de faire une série de choses qui est inimaginable. Votre prochaine expédition, quelle grotte? La prochaine grotte que je vais étudier vraiment à fond, c'est une grotte qu'on appelle la grotte de l'Alain. C'est une toute petite grotte qu'on trouve ici en Belgique. Et elle contient des concrétions noires. C'est plus des espèces de taches noires sur les murs de la grotte. On pense que c'est lié à la présence de microbes. Martin Flick, merci en tout cas d'avoir été mon invité. Après la pause, c'est Cécile Houry qui sera mon invitée, directrice de recherche FNRS en cartologie.